Non, c'est 9 mois de conflit, hein. Ce sera l'anniversaire, c'est-à-dire ça fera 9 mois depuis le 24 Triste février. Un anniversaire. triste anniversaire Mmh. parce que, dans le fond, aujourd'hui, il y a, cette guerre, qui est sur le terrain militaire, peut-être un peu gelée, on va en parler, mais en revanche qui, se poursuit par des bombardements sur les civils, incessants, réguliers et qui paralysent évidemment le pays et qui, empêchent beaucoup les gens de vivre normalement, hein. Alors, ce qui agace beaucoup les Russes, c'est les succès militaires sur le terrain depuis la fin du mois d'août, le mois de septembre, plutôt dans l'Est, et puis maintenant la prise de Kherson il y a déjà une dizaine de jours. Et donc, évidemment, les Russes se sentent un peu sur le reculoir. Alors, par ailleurs, il y a eu des actions militaires sur le pont de Kerch, le fameux pont Poutine, hein, qui relie la Crimée à la Russie internationalement reconnue. Et puis des actions encore hier, hein, Tout à fait. sur la Crimée avec des drones. Alors, tout ça agace considérablement Moscou, qui se venge et finalement contre les populations civiles. Ils ne s'en prennent pas tellement à des objectifs militaires, mais vraiment à des objectifs civils, des centrales électriques, Une des, maternité aujourd'hui dans voilà, la zone de Zaporijé. maternité. Heu, Et là, ça peut être regardé comme des crimes de guerre, puisque en principe, la guerre, c'est entre militaires, c'est entre moyens militaires. Il n'y a pas de raison d'en faire systématiquement les victimes civiles, mais de de ce que viser vous les victimes connaissez civiles. des Ukrainiens, est-ce qu'ils peuvent «craquer» entre guillemets? Parce que c'est extrêmement difficile. L'hiver arrive, là on voit déjà nos envoyés spéciaux, la neige est là, le froid est là, pas d'électricité, pas d'eau, pas d'internet. Enfin bon, ça commence à devenir extrêmement dur. J'ai vu des témoignages de personnes un peu âgées qui disent que c'était comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'était très dur, hein, la guerre, beaucoup plus dure que sur le front occidental, en France ou Oui. ailleurs. Donc, ils ont l'habitude des hivers froids. Ils ont quand même jusqu'à 5-6 millions d'Ukrainiens sont maintenant réfugiés en Europe, hein, on espère bien au chaud. Alors, toutes les régions ukrainiennes ne sont pas touchées de la même façon, encore que certains de ces bombardements Oui, vont ils jusqu'à touchent même Lviv. Lviv. Voilà. Donc, très vite, alors ce qui me surprend quand même toujours, c'est la capacité des services de secours à intervenir et même à réparer des lignes électriques et réparer des adductions d'eau. Mais il n'empêche qu'il y a quand même énormément de gens qui vont souffrir, qui vont être dans le noir, et pendant une grande partie de l'hiver qui s'annonce, hein. Il y a déjà de la neige à Kiev, etc. Donc, la résilience, c'est ça votre question. Est-ce que ce peuple va résister? Il ne faut pas oublier que la guerre a commencé, c'était quand même le 24 février, c'était encore l'hiver. Mmh. Bon, et l'invasion russe a été très, très brutale. Donc, ils ont peut-être une certaine forme maintenant d'accoutumance. Je crois que les femmes et les enfants vont sans doute se déplacer. J'ai vu que les Ukrainiens ne souhaitent pas que tout le monde revienne sur Kherson. Oui, On bien sûr. évacue. On évacue plutôt parce que Et c'est on a très dur d'y raison, vivre là même si aujourd'hui. j'ai vu des images sur lesquelles il y avait un supermarché hyper achalandé qui s'était réinstallé à Kherson. Bon, plus sérieusement, il faut protéger ces populations. Ce sont les hommes qui vont tenir le front, qui seront évidemment les plus durement affectés. Encore que, pour l'effort de guerre, les experts disent que les coupures d'électricité, ça ne touche pas tellement les éléments militaires qui ont des groupes, enfin qui ont une autonomie électrique. Les chars, ça marche pas avec de l'électricité. Les moyens de renseignement, Internet, les satellites, c'est autonome par rapport à l'électricité classique. Donc c'est vraiment les civils qui sont visés, plus que les militaires, hein, ce qui est le paradoxe et le scandale de cette guerre. C'est la Moldavie aujourd'hui qui a été privée d'électricité, par justement ces bombardements. C'est-à-dire, voilà, on voit d'ailleurs sur la carte, c'est aussi, des conséquences collatérales. Vous qui étiez à l'OSCE, vous voyez Tout à bien, fait. Bah, c'est aussi la menace russe sur l'ensemble de la la région quand Moldavie même. jouxte la frontière ukrainienne. Il y a à peu près 1000 ou 1500 soldats russes qui sont installés en Transnistrie, donc sur la rivière est du Dniestr. C'est pour ça que ça s'appelle la Et c'est Transnistrie. une république pro-russe, hein. Voilà, alors une république que personne Enfin, ne reconnaît, petite, oui, c'est que ça, personne ne reconnaît, bien sûr. sauf la Russie. Alors, je crois que le président Macron et la France a accueilli avec l'Allemagne et la Roumanie une conférence hier d'aide à la Moldavie. La Moldavie est aussi candidate pour entrer dans l'Union européenne. Et évidemment, elle est durement affectée. C'est le pays le plus pauvre d'Europe, hein, qui a reçu proportionnellement énormément de réfugiés ukrainiens par rapport à sa population qui est de 2 millions et quelques millions d'habitants. Et donc, elle est touchée, évidemment, parce que si vous coupez l'électricité en Ukraine, comme il y a des lignes qui transfrontalières,
évidemment, ça va affecter la Moldavie. Donc il faut vraiment aider la Moldavie. Oui, également. c'est ça, mais ça veut dire quand même qu'il y avait une volonté délibérée d'user, d'épuiser, de désespérer ces populations et au-delà même de l'Ukraine, voilà, sur la Moldavie. Tout à fait. Alors, je reviens sur le bombardement d'hier, enfin les drones sur la Crimée, hein, puisque c'est ce qui aurait déclenché parce que ces bombardements d'aujourd'hui. Quel est le message pour vous des Ukrainiens lorsqu'ils arrivent à aller profondément sur la Crimée, qu'ils arrivent à avancer, alors que jusqu'à présent c'était un peu la ligne rouge, il y avait une forme de ligne un peu implicite. C'est un message aux Russes évidemment, mais est-ce que ce n'est pas aussi un message, et ça je m'adresse aux diplomates, aux Américains pour leur dire, regardez, vous essayez de nous dissuader d'aller jusqu'à la Crimée. On entend partout en Occident que la Crimée, ce sera inacceptable pour Poutine, mais nous, on ne va pas accepter ce sanctuaire. Ça n'est pas un sanctuaire pour nous. Il y a certainement un message. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des drones ukrainiens sur la Crimée. Ils ont même attaqué un bateau amiral, celui qui avait remplacé le Moskva, dans le port de Sébastopol. On se souvient pendant l'été aussi d'images de touristes russes qui étaient sur les plages de Crimée, qui ne vivent pas forcément en Crimée, mais qui étaient là pendant l'été, qui ont été obligés de s'enfuir en vitesse, voyant des explosions autour d'une base militaire russe en Crimée. Donc ils veulent effectivement, comme vous le dites, marquer que c'est un but de guerre. Depuis le début, Zelensky l'a répété très souvent, c'est toute l'Ukraine Au tout début, vous vous souvenez de la négociation à Antalya, c'était vraiment dans les premières semaines, il avait été question de laisser la question de la Crimée pour dans les 10-15 ans à venir. Oui. Il n'y avait pas eu les massacres, il n'y avait pas eu les 9 mois de guerre. Et il n'y avait pas eu les victoires ukrainiennes plus récentes. Donc ils étaient vraiment sur le reculoir. Quand vous reculez, les Russes étaient aux portes de Kiev, de Kharkiv, quand vous reculez, ils avaient pris Kherson, vous demandez la négociation. Je me souviens encore de Zelensky demandant à parler à Poutine. Il faut parler avec Poutine. Donc il était venu au Bélarus, puis après en Turquie, effectivement pour des négociations. Sauf que là, c'était un peu un non-starter, parce que les Russes ont dit, terminez l'Ukraine. Rendez le pouvoir, puis on va en gros annexer l'Ukraine. Donc c'était vraiment un non-starter. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, puisque les Ukrainiens ont gagné sur le terrain à peu près de 20 000 ou 30 000 km². Ils ont récupéré Kherson, la grande ville. Et donc, c'est plutôt les Russes qui, de temps en temps, lancent des messages d'appel à la négociation. Dans le fameux discours du 30 septembre au Kremlin de Poutine, au début, quand il annonce l'annexion des quatre Alors, places. il a aussi dit « J'appelle Kiev à la table de négociation ». C'est le Russe qui l'a dit. Et puis, d'ailleurs, après, il s'en est pris à l'Occident dégénéré. Enfin, c'était épouvantable pour les 3/4 d'heure qui ont suivi. Mais à ce moment-là, dès le lendemain, du côté ukrainien, on a dit « Mais non, on ne veut pas négocier. On veut récupérer tout notre territoire ». Et là, maintenant, depuis quelques semaines, vous avez des messages de sources américaines, militaires, civiles, la presse américaine, évoquant une certaine forme de risque de fatigue. Alors les Américains ne parlent pas de fatigue des Américains, mais ils disent fatigue de nos alliés. Donc ils se couvrent un peu derrière les Européens, nous, les Européens, alors que c'est surtout un effort massif américain, à peu près à 70-80% de l'aide militaire, et qui explique aux Ukrainiens que peut-être que ce sera extrêmement difficile de récupérer la Crimée et qu'il faudra peut-être un moment penser à la négociation. Alors, mais là, du coup, ces bombardements et puis ces opérations, c'est une façon pour les Ukrainiens de dire mais non, c'est pas si difficile, on peut y arriver, laissez-nous faire. Oui, alors je vois bien le message, mais en même temps, tous les experts militaires vous diront qu'ils ne sont pas encore là. Bien sûr. Parce qu'il y a une centaine de kilomètres entre la ligne de front et la Crimée elle-même. Et il y a la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, fermement tenue par les Russes. Le président Macron veut en parler d'ailleurs à Poutine dans les prochains jours, suite à un contact qu'il a eu à nouveau avec le directeur général de l'Agence de l'énergie atomique de Vienne. Donc ils sont bien là, ils sont encore bien là et ils renforcent leur défense. Ils vont se terrer. Alors vous savez, les militaires disent toujours que pour l'offensive, il faut 3 fois plus d'hommes et donc 3 fois plus de moyens que pour la défensive. Donc je ne veux pas être pessimiste du tout. Les Ukrainiens nous ont quand même beaucoup surpris. Souvenez-vous, ils devaient attaquer à l'ouest, ils ont attaqué à l'est. Il y a cette agilité. Ils ont repris Kherson alors que personne n'y croyait. Voilà, il y a cette agilité, le fait que chez eux, là, il y a beaucoup plus d'autonomie des commandants locaux, qu'ils ont des sous-officiers qui sont proches des soldats, ce qui est tout à fait différent du système russe. Donc ils ont vraiment le moral.
Mais ils vont quand même rencontrer une période assez difficile. Et ça paraît difficile d'imaginer que là, dans les semaines qui viennent, une offensive aussi rapide que ce qu'on a vu depuis début septembre puisse continuer à s'opérer. Donc vous pensez que sur le plan militaire, en l'occurrence, malgré ces bombardements qui visent à démoraliser la population, ce conflit va durer et on entend certains dire bah oui, Poutine, en fait, il a le temps. Il a une population importante, 150 millions, enfin les 144 millions de Russes. Il a des ressources naturelles. Bon, les sanctions touchent durement son économie. Son armée est très mal en point. Mais enfin, il a le temps pour lui. C'est pas faux. Sauf à imaginer des changements de régime Bien ou sûr. changements de pouvoir, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques contre Poutine, en Russie même. Hein, Kadyrov, le patron de Wagner, Prigojine, ouais. Rogine, et puis d'autres. On sent que ça doit pas mal réfléchir dans les sphères autour du Kremlin. J'entendais un militaire l'autre jour qui connaît bien la Russie dire que dans la grande cérémonie du 30 septembre, vous savez, il y avait des centaines d'oligarques, de grands responsables. Et il disait le successeur de Poutine Et dedans. est certainement Et dedans. par Et là. ils sont sans doute plusieurs. Donc il y a quand même des risques. Mais vous avez raison, il a le temps. C'est un énorme pays, c'est le plus grand pays de la planète. Exactement. Alors il peut tenir. Le peuple russe, on parlait de la résilience du peuple ukrainien, elle est totale. Mais il y a une certaine forme de fatalisme du moujik, enfin, du peuple russe, qui a connu bien des horreurs, la Deuxième Guerre mondiale, Staline, et encore toute la période soviétique, la guerre en Afghanistan, la guerre en Tchétchénie. Voilà, donc il y a aussi une certaine forme de fatalisme. Et donc de ça peut résilience. durer, quoi. Ça peut durer. Même s'il y a quand même des mouvements. Là, je vois que les femmes de soldats, les mères de soldats se plaignent. Elles ne sont pas contentes parce que Poutine ne veut pas les recevoir. Il paraît qu'il va les recevoir d'ici la Dimanche. fin de la semaine. Ouais. Voilà. Mais c'est lui qui choisit, en gros. Enfin, sûr. ses services, on va choisir certaines mères qui ne vont pas l'insulter, comme ça avait été le cas tout au début de Poutine avec l'affaire du Koursk, où finalement Poutine, Le dès sous-marin. l'arrivée au pouvoir, avait dû accepter de recevoir les familles et il s'était fait insulter en public devant les caméras de télévision. Donc, vous voyez, il maîtrise sa communication pour ne pas avoir de contact direct. Il se protège. Bien sûr. Il se protège. Puis il y a quand même des forces spéciales de protection. On parle de 30 000 de membres de la garde nationale qui sont une garde spécialement affectée à sa protection. Deux questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Parlement